Mesdames et messieurs, nous allons une fois de plus monter en altitude. Cette fois, c'est dans la zone d'incubation d'une artiste que nous entamons le voyage. Nous sommes dans l'atelier de Pascale Monin, artiste plasticienne, dessinatrice et galeriste, née en 1974 à Port-au-Prince. Elle est de la troisième génération d'une famille d'origine suisse, installée en Haïti depuis plus d'un demi-siècle. Artiste prolifique, les tableaux de Pascale Monin sont exposés un peu partout à travers le monde. En atteste leur présence dans de nombreux catalogues. Pascale Monin, bienvenue en altitude. Bonjour. Tu nous reçois dans ta chambre, vu que nous nous trouvons dans ton atelier. Pourrais-tu nous faire une visite guidée de ta chambre, de ton atelier? Bon, eh bien déjà, je vais vous présenter un peu ces différents personnages qui tournent, qui s'immobilent, qui peuplent mon atelier. Alors ça, par exemple, c'est une pièce qui a eu tout un voyage, qui a été à Paris, en Martinique, pour finalement être exposée à Jacmel. C'est à partir d'un livre d'Aléro Carpentier, Le Royaume de ce monde, et justement les... Ah, c'est tiré d'une œuvre d'Aléro Carpentier. Absolument. Et donc, Le Royaume de ce monde. Royaume de ce monde. Et l'idée, c'était justement le phénix, puisque Noël dans le livre... Petit Noël. Petit Noël dans le livre était esclave et il fait la révolution, il se libère et finalement il finit esclave pour construire la citadelle. Donc c'est toujours ces grands espoirs et qui sont souvent trahis par les différents acteurs. Donc, et justement, en fond, j'avais toutes sortes de posters de candidats à la présidence. Parce que finalement, c'est vrai que la politique ici est finalement souvent... Nous hante, prend tout l'espace. Prend tout l'espace. Mais revenons encore à cette œuvre. Donc ça a été exposé au Royaume de ce monde. Et maintenant, c'est dans ton atelier, à côté de nombreuses têtes. Pourquoi tu es obsédé? Est-ce que toutes ces têtes pensent à toi, rêvent de toi, ou c'est l'inverse? J'espère que c'est l'inverse, parce qu'autrement, ça fait beaucoup de monde. Depuis très jeune, j'ai toujours été fascinée par les moulages. Parce que je trouve que c'est absolument fascinant de capturer un instant dans la vie de quelqu'un. Parce que finalement... une chose qui m'a toujours beaucoup étonnée, c'est que quand tu moules quelqu'un, quand finalement tu sors le moulage, tu te dis ça va ressembler puisque c'est la personne. Comment tu moules la personne? Ça, c'est du plâtre. Je mets des bandes plâtrées sur le visage et ensuite on le doit laisser sécher et ensuite retirer le moule. Mais ça veut dire que c'est vraiment l'empreinte du visage et cette empreinte est un moment. Et justement, les gens, comme il faut tenir la pose pendant tout un temps, ils ont souvent ils sont assez sérieux, on va dire. Et des fois, ça m'est arrivé, et souvent les gens que je connais le mieux, de les moins le reconnaître, on va dire. Parce que finalement, tout là, ce sont des amis. Ça, c'est un artiste d'ailleurs, Pasco, Pierre-Pascal Mérisier. Là, vous avez... Sébastien Jean, James Germain. Ah, James Germain. Mais James Germain, ça ne correspond pas tout à fait à la couleur qu'on connaît de ce chanteur, James Germain. Explique-nous comment tu Mais justement, procèdes. c'est pour explorer les différences. C'est-à-dire, j'aime beaucoup tout à coup prendre... je moule les gens, mais le but n'est pas de faire un portrait réaliste de la personne. Donc, si la personne est... noire, elle peut être vert au final, blanche au final. Si la personne est blanche, James, elle peut devenir noire. Et donc justement, jouer avec ce que l'on attend des visages et présenter quelque chose qui élargisse le champ. Justement, par rapport à toutes ces figures moulées, comment justement tu fais choix au sujet? Est-ce que tu prends n'importe quel passé dans la rue comme ça
comme un rap. Et puis, pour la mouler, ou du moins, c'est des artistes. Les deux, c'est-à-dire que si vous arrivez un jour dans mon atelier alors que je suis en train de mouler, vous risquez bien d'y passer, donc faites attention. Mais aussi, par exemple, les enfants me fascinent. Je trouve que parce que justement l'enfance étant un moment tellement fugace qui ne dure pas, quand on réussit à mouler un enfant, c'est quelque chose d'extrêmement touchant parce que c'est quelque chose qui va passer. Et donc, c'est ça que j'aime dans les moulages. Et peu importe d'ailleurs, aussi les gens plus âgés. Et c'est quand même quelque chose de très intime, hein, parce que j'ai des gens qui, lorsque je les moulais, ont paniqué. Mais d'autres, à qui ça ne fait pas grand-chose. Et là, justement, ça c'est encore un autre type de moulage où je rajoute ces petites facettes en miroir et qui reflètent les lumières et créent des petits éclats de lumière, parce que je suis comme une enfant. Moi, les boules de discothèque, ça me fascine. Et dès que la lumière brille... Après tous ces miroirs, est-ce que ce sont les éclairs de la pensée de la personne qui sont projetés, reflétés comme ça, ou est-ce que c'est... Absolument, ou bien c'est aussi le côté lumineux des gens qui est mis en lumière, on va dire. Et justement, ce côté lumineux, c'est cette lumière qui scintille, pour moi, est comme l'intelligence qui frétille. Allez. Et disons, par exemple, c'est quel type de matériaux que Alors ça dépend, justement. Pour réaliser tes J'aime pièces, énormément récupérer. Alors, par exemple, si on prend cette pièce-là, alors là, on a un bout de fer que j'ai trouvé en Toscane, chez des amis. Ça aussi, c'est la Toscane. Là, vous voyez... En Italie. En Italie, oui. Là, ces petites graines, là, ce sont des pignons. Et donc, on était à la Villa Médicis et justement, il y avait des graines de pin, comme ça, je les trouve magnifiques et je les ai transformées en bijoux, on va dire. Parce que ça, c'est une pièce que j'ai appelée Saint-Eustache, dont voici la tête d'ailleurs. Et la tête, elle, vient d'encore plus loin, parce que nous étions à Nouméa. À Nouméa, et ça, c'est Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est justement une tête de cerf calédonien. Vous l'avez bien reconnu, n'est-ce pas? Et justement, double face. Et comme c'est une pièce que j'ai continuée à Rome, et c'est là que j'ai découvert aussi l'histoire de Saint-Eustache, qui est ce monsieur, ce chasseur, qui un jour se promène dans la forêt, et il se retrouve nez à nez avec un cerf. Et là, tout à coup, entre les cornes du cerf, apparaît le Christ. Et il voit Dieu. Et il se convertit, il abandonne la chasse. Et donc tout ça, c'était aussi pour moi, parce que justement en Nouvelle-Calédonie, si on ramène une tête comme ça dans la mairie, on te paye. Parce que c'était les Français qui étaient venus avec ces cerfs, qui se sont tellement reproduits. Il y a une surpopulation de cerfs. Surpopulation de cerfs. Donc de viande. Finalement, les colons. Oui, de viande. Voilà. Parce que, oui, c'était d'ailleurs une des manières, quand les colons arrivaient, ils venaient avec ce qu'ils avaient chez eux en Europe, et donc ils les lâchaient pour maintenant avoir de la nourriture à laquelle ils étaient habitués, des choses comme ça. Et finalement, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, ça a débalancé l'écologie, l'écosystème. Et c'est pour ça que, justement, pour moi, Saint-Eustache, c'est aussi... entre la religion envahissante, on va dire peut-être des fois missionnaire. Donc c'est toute une réflexion par rapport à ça. En plus, comme on s'était retrouvé à Rome et qu'il y a toutes sortes d'éléments de Rome, on était tout près du Vatican. Donc cette pièce joue sur ces modes-là. Et d'ailleurs, il y a un petit Christ entre les deux yeux du cerf. On voit par exemple que tu explores beaucoup un travail sur l'albinisme. Et d'où te vient cet intérêt pour... Alors, c'est parti d'un coup de foudre. J'étais à Barcelone et je me promenais dans un zoo. Et tout à coup, j'arrive à un endroit et là, il y avait un pan albinos, un pan complètement... Ah, ça existe. Ça existe, justement. Et quand j'ai vu ce pan blanc, j'ai dit, mais qu'est-ce que... On me dit, mais c'est un albinos. Et ensuite, j'ai un peu été demandé et j'ai découvert qu'en fait, chaque race avait ses albinos. Alors, par exemple, là,
Dans le règne animal. Dans le règne animal, alors voici par exemple un kangourou albinos, il y a des crocodiles albinos, il y a des chiens albinos, et donc tout ça est des bêtes évidemment extrêmement belles et magnifiques. Moi je trouve ça assez fascinant et finalement assez méconnu. Donc je pars bientôt en Martinique pour une exposition et justement le nom de l'exposition ce sera Envers et ça traite Envers. Alors attendez. E-N-V-R-O-S. Ou bien l'envers, le dos de la médaille, ou peut-être des fois ce à quoi on ne s'attend pas. L'envers comme l'endroit. Quand on voit, voilà, et quand on, c'est un peu comme James, tout à coup, voilà, lui qui d'habitude est blanc, et bien là je l'ai fait noir. Envers. La différence est souvent source d'attraction, d'attirance, de répulsion, voire même de haine. C'est l'altérité prise au piège de son jeu propre. Les lois des contraires et des différentiels sont mises à rude épreuve en présence de la différence, figure suspecte de pouvoir brouiller les codes et contrarier les références. Mystère et pouvoir sont souvent des dons prêtés à la figure de la différence. Étrange état, l'état sans terre du beau peuple dit étranger. Cette série de tableaux à l'envers explore la peur que l'autre fabrique face à ce qu'il ne comprend pas. L'ensemble capte et met en lumière cette espèce de beauté farouche de l'autre et explore l'une de ses variantes, l'albinisme dans le monde animal. Étrange état, le ciel étranger des albinos. Il y a dans le monde un rhum reconnu comme étant le rhum des rhums, le rhum des connaisseurs, Barbancourt. Un rhum qui n'imite rien ni personne. L'original, le seul qui utilise exclusivement la canne du terroir. Depuis 1862, le rhum des Haïtiens, Barbancourt, le rhum des connaisseurs. Ben, tu nous as fait une visite guidée heureuse de ta chambre, de ton atelier. Est-ce que tu peux pas maintenant nous faire voyager dans le temps pour retrouver Pascale Monin, enfant ou adolescente, en train de faire ses premières armes dans le dessin ou la peinture? Comment t'es venue? C'est quoi l'origine de préférence de cette vocation? L'origine, je pense, est dans l'œil et dans le regard, parce que depuis toute petite, je côtoie les artistes, je suis entourée de tableaux, avec un grand-père galeriste, un père galeriste, une mère professeure de travaux manuels, j'ai vraiment baigné dedans. Ton grand-père? Mon grand-père, Roger Monin, qui est arrivé à Port-au-Prince dans les années 50 et qui, après moult différentes choses, a ouvert une galerie et on était à la Grand Rue pendant très longtemps. Ensuite, on est monté à Pétionville. D'ailleurs, je dis on, mais je n'étais pas toujours là. La Galerie Monin. Voilà, la Galerie Monin. Et puis bon, du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé dessiner, bricoler, faire des choses manuelles, on va dire. J'ai toujours aimé bricoler, créer des choses bidouillées d'ailleurs. Mario Benjamin m'a appelé la petite fourmi parce que je travaille. Depuis sa plus tendre enfance, elle a dessiné. Est-ce parce qu'elle était déjà, elle venait chaque fois en Haïti pour passer les grandes vacances. Et bien sûr qu'elle venait à la galerie et qu'elle voyait beaucoup de peintures comme on en a beaucoup chez nous. Mais je dirais que vraiment, dès son plus jeune âge,
elle était douée pour devenir une artiste. Et quand elle est revenue définitivement en Haïti, elle s'est vraiment mise au boulot et elle a fait une première exposition qui avait avec des couleurs très fortes et avec une thématique pratiquement vaudou. Et tous les artistes, les grands artistes de la galerie ont dit « mais vraiment ta fille est formidable ». Et donc elle a continué à peindre et comme elle est très éclectique, elle a tout de suite changé de style plusieurs fois et s'est mise aussi à la sculpture. Donc je pense qu'elle va continuer à nous étonner. Quel rapport tu entretiens avec les autres artistes, les autres peintres, plasticiennes, galeristes, d'ici comme d'ailleurs C'est de l'ordre de la curiosité, de la fascination. J'ai toujours énormément aimé le travail des artistes. Et c'est vrai que ça a toujours été pour moi un plaisir de parfois m'oublier pour m'occuper d'autres. Et ça a toujours été un... Ça c'est la galeriste qui parle, si je comprends bien. Non? Je ne sais, est-ce qu'il y a une réelle frontière entre la galeriste, l'artiste? Explique-nous comment ça se passe. Ah bien alors, je mets un chapeau un jour d'une couleur quand je veux être galeriste, d'une autre couleur quand je veux être peintre, quand je veux être sculpteur, là c'est encore différent. Non, finalement c'est tout la même chose, ça participe d'une même passion, une même passion. Ah et puis d'ailleurs, regardez ça par terre, vous avez vu? Toutes ces petites, ça c'est encore, voilà, ça c'est ce qui m'intéresse. C'est comme si on était dans un aquarium. Le reflet... Ou une discothèque. Voilà, mais toujours ça. C'est-à-dire là, c'est le reflet dans les petites perles. Et justement, quand je présente ces pièces, il y a toujours un travail... Oui, attention, c'est dangereux. Et il y a toujours un travail de mise en lumière, parce que j'aime créer des ombres. J'aime... Quand justement, évidemment, ici c'est dans l'atelier, mais j'aime quand, par exemple, il y a des fonds extrêmement sobres. Donc, une mise en scène encore qui doit être faite sur ces pièces. D'accord, mais tu ne peux pas fuir la question, chère madame. Pourrais-tu encore nous expliquer ton travail comme galeriste et puis nous expliquer un petit peu ton travail comme dessinatrice, sculpteur, séparément, un petit peu pour... Alors bon, le travail de galerie, c'est une histoire de famille. Ça se passe avec mon père, avec ma belle-mère, avec ma sœur Gaëlle. Et donc, ce qui est intéressant justement de travailler avec plusieurs générations, c'est que finalement à la galerie, il y a plusieurs regards. Il y a vraiment toutes sortes de courants de peinture haïtienne qui sont représentés à la galerie. Des naïfs extrêmement précieux, bien faits, bien peints, les Saint-Louis Blaise, là je reprends un peu l'équipe de mon père d'ailleurs, oui. C'est Natu, Saint-Louis Blaise, 6000, des armes, Yves Michaud. Et ensuite, par exemple, c'est vrai que moi j'ai toujours été aussi fascinée par les pièces vaudou, les pièces les drapeaux vaudous, certaines choses de Barra, d'autres de l'Hérisson, des pièces extrêmement fortes, parce que souvent, moi je pense que l'art traite du mystère. Et le mystère, souvent, moi je pense que les religions sont une tentative de réponse au mystère. Ça veut dire ce qu'on ne sait pas, on trouve une réponse, une vérité. Par la religion, par l'art. Et c'est pour ça que des fois la religion me fait peur, mais en même temps c'est vrai que par l'art, moi c'est pas une question de trouver des réponses, c'est justement d'interroger ce mystère.
d'où venons-nous, où allons-nous. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai plutôt tendance à traiter de choses qui sont de l'ordre du mythe, du symbole, parce que justement moi j'aime quand l'art est dans ce monde que l'on n'arrive pas tout à fait à saisir. Donc moi ce que je cherche, que ce soit dans ma sculpture, dans ma peinture, c'est pas la réalité, c'est pas l'hyperréalisme n'est pas quelque chose qui me poursuit, parce que je pense que justement on a des très bonnes caméras, des appareils photo pour ça, et justement quand on est un artiste on cherche à peut-être parler de quelque chose de plus sensible. Et revenons maintenant à ta religion, si tu me permets. Est-ce que chez Pascal Maunet, est-ce que Pascal Maunet vit sans Dieu ni maître, ou est-ce que tu revendiques haut et fort tes maîtres, c'est-à-dire tes maîtres? Monsieur Noël, je suis exhibitionniste, mais pas tout à fait. Attends, en l'occurrence, c'est-à-dire ceux qui t'ont... Voilà, des artistes, de grands artistes qui t'ont marqué et qui t'ont ouvert la porte, par exemple. Sont-ils les dieux de ma mythologie? Oui, j'aimerais savoir justement, est-ce que... Et si on veut, mais en même temps, pour moi, Dieu est un peu trop fort. Évidemment que j'ai énormément de gens qui me fascinent et qui, maintenant... justement, j'aime reconnaître chez d'autres, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient peintres, qu'ils soient sculpteurs, des préoccupations qui me préoccupent. Et donc, quand je trouve des échos, et pas seulement des échos, mais c'est-à-dire des choses qui me font réfléchir, qui me font voyager, eh bien, c'est gagné. Et donc, pour revenir à... Je ne suis pas sûre sans Dieu ni maître. Sans Dieu ni maître. Et parmi ces noms, de ces personnes qui t'interpellent, qui te font voyager, tu peux... si je peux faire une liste? Oui, un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire... je vais parler un peu des gens qui sont dans mon atelier en ce moment. Alors, il y a, par exemple, Koudelka. J'ai travaillé à partir de photos de ce photographe polonais qui s'appelle Koudelka. Ensuite, là, ce grand tableau, d'ailleurs, dont je vais vous lire un texte tout à l'heure, et je suis partie d'une photo de Koudelka, d'une photo de Salgado, et j'ai mis des textes de Patrick Chamoiseau, parce que c'est justement par rapport toujours à la différence. Qui est un grand romancier martiniquais, qui a écrit Texaco, entre autres. Absolument, et qui a écrit ce très beau texte sur l'errance. Il revendique le droit à l'errance. Le nomadisme, vieil amant de la terre, considérant toute possession comme avilissante, n'est pas un archaïsme. Il est au contraire devant nous comme un astre oublié, une origine à retrouver, un monde qui ne saurait l'intégrer à son imaginaire est un monde qui se condamne au garrot des frontières sans âme, à la réfraction des impasses symboliques et à la fascination stérile pour les murs, les forteresses et les remparts. Ensuite, après ça, évidemment, à qui je pense encore? Eh bien, si on veut parler d'étrangers, alors il y a Boltanski, il y a Louise Bourgeois, il y a des écrivains, je pense à Henri Beauchot, parce que je regarde son portrait là-bas. J'aime énormément Alexandre Durel, qui est son... Et puis bon, après ça, si on veut parler des peintres haïtiens, parce qu'on est en Haïti, alors commençons avec les Hector Hippolyte, les Philomé Aubin, qui des fois sont d'une modernité absolument effarante. Ensuite, moi j'adore aussi Gérard Fortuné, je suis en train de finir un livre sur lui, Wilson Bigot, qui est magnifique. Ensuite, il y a Mario Benjamin, Maxence Denis, ça c'est dans les choses beaucoup plus contemporaines. Celui-là. C'est le même? Le même. Ah bon? Lui. Mais aussi,
Vraiment, il y a Sébastien Jean qui est ici, parce qu'il y a aussi beaucoup d'amitié. Kili, Patrick Gantier, qui fait des choses magnifiques et pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Il y a aussi, évidemment, après ça, les aînés aussi. Monsieur Patrick Villers. Et ta sœur siamoise, c'est Régine André. Absolument, qui est là aussi. J'ai vu une tête qui me rappelle Madame. La voici, cette grande dame, qui est une des rares peintres abstraites, parce qu'ici en Haïti, c'est très rare l'abstrait. Finalement, on est toujours très attaché à la figure. Et ça, je le dis, je me mets dans le lot, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une figure quelque part. C'est à la fois paradoxal parce que c'est un pays très abstrait, naturellement. Surréaliste. Surréaliste. Comme disent certains, oui. Et oui, en effet, mais c'est vrai qu'ici, on adore raconter des histoires et il y a quelque chose de très foisonnant et dans la peinture, justement, dans la sculpture aussi, au niveau des esprits, des lois, il y a des choses absolument magnifiques et il y a tout un panthéon extrêmement riche et qui a beaucoup inspiré les peintres. Et aujourd'hui, quand Pascal Monet se trouve devant son monde, son univers, toute cette tête, voilà, c'est un atelier assez hanté de toutes ces têtes, entre autres. Et récemment, je suis tombé sur un carnet avant l'émission, justement pour voir comment ça s'est passé, se passait chez toi. Un carnet justement de ton enfance, tes premiers dessins. Quand tu regardes ce que tu faisais avant. Je me dis que j'ai une mère qui aime beaucoup les archives et qui a gardé tous ces petits dessins d'enfants et qui a su les mettre en valeur. Parce que c'est ça aussi qui est magnifique. Et j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont accompagnée. Ça veut dire que je n'ai pas eu à faire la révolution pour devenir artiste. J'entends très vite, par exemple, si on reprend ma mère, elle regardait mes dessins et elle a été l'une de mes premières... j'allais dire fan, mais c'est-à-dire elle a toujours été très, très encouragée. Elle m'a beaucoup encouragée. Donc tu t'es rendu compte, en regardant aussi ces dessins, de ce grand saut en longueur par rapport à aujourd'hui? Non, à vrai dire, moi, c'est plutôt quand je les peins ou que je les dessine qu'ils m'intéressent. Une fois que c'est fini, c'est moins intéressant. Donc, c'est les autres qui vont les regarder après. Moi, j'ai d'ailleurs beaucoup de peine à revoir des tableaux. Souvent, quand les années passent, je ne suis plus tout à fait... Si on me les redonne, je risque de les retoucher. D'ailleurs, je dis toujours aux gens qui veulent me rendre des tableaux, est-ce que tu ne pourrais pas me réparer ceci? Des fois, en réparant ceci, on finit par réparer cela, ceci encore. Et puis finalement, le tableau n'est plus là, il a changé. Donc, c'est au risque, au péril de chacun de me rendre mes tableaux. Est-ce que Pascal Monet vit de son art? La question... En tout cas, banale et fondamentale. Je le respire par tous les pores, et jusqu'à preuve du contraire, j'en vis, mais pour moi, justement, il n'y a pas de frontière entre les différentes activités dans ma vie, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la galerie, que ce soit au niveau de la revue, Intranquillité, que ce soit au niveau de la sculpture, toutes ces choses font ma vie telle qu'elle est et font... On ne sait pas trop quoi, mais oui. Versmolten met iemand. En voor een tijdje verblijven tekent mijn plooi versmolten in de oorspronkelijke zin zijn grillenvolgende zinnelijke stof van iemand die zwak praat. Versmolten in de holte van mijn zinnen. Versmolten betekent oorspronkelijk de linteringen van onze zinnelijke relatie zwak. Versmolten bij grillenvolgend tekent bij de ogen iemand die praat in de holte van mijn tijd. Grillige plooi. Versmolten zinnelijk verblijft. Volkomen. Als mijn natuurlijke stof. Als de plooien van de ogen in mijn oorspronkelijke tijd.
as surprised as your Paul and yet to induce. Moi, je suis une personne qui adore changer de technique. Alors, parce que j'ai étudié en Suisse, hein, parce que j'ai beau être née ici, j'ai été élevée en Suisse, j'ai fait le collège Voltaire, et donc, et là-bas, j'ai appris par exemple la gravure sur cuivre, j'ai fait beaucoup de dessins d'académie, j'ai travaillé, justement, j'ai commencé à faire des masques de théâtre, c'est comme ça que j'ai commencé à mouler. Et ensuite, j'ai même fait de la reliure, j'ai fait de la restauration d'art. Et donc, toutes ces choses-là, le fait de pouvoir un peu toucher à tout, a toujours été pour moi magnifique. Et c'est vrai que tout à coup, quand je travaille avec mes mains, il y a un moment donné où oui, j'ai envie de faire quelque chose, puis il y a un moment donné aussi où mon esprit se libère. Et tout à coup, je suis dans le faire, dans le faire F-A-I-R-E, pas obligatoirement le F-E-R, mais encore que. Il y en a pas mal dans cela. Et donc, c'est ainsi que j'aime passer d'une chose à l'autre, et même d'un métier à l'autre, on va dire. Devant, derrière la caméra. Donc tu vis ici avec de la Suisse dans les idées. On peut dire ça. On peut dire ça, absolument. Mais oui, et comme je dis souvent, la Suisse m'a appris à aimer Haïti et Haïti m'a appris à aimer la Suisse. Parce que c'est deux pays tellement différents, mais qui finalement ont leurs qualités et leurs défauts. Et donc, je suis là au croisement de ces deux cultures.